bienvenue à toi. Je m'appelle Virginie et je suis la créatrice du site internet réussiteetcoursdefrançais.com. Mon objectif est de te guider sur le chemin de la réussite en français. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour te proposer des conseils de lecture pour bien préparer l'entrée au lycée. Nous commençons aujourd'hui par une petite sélection d'œuvres classiques. Je vais d'abord préciser ce que j'entends par le terme classique. Classique, cela signifie que ce sont des œuvres qui ont fait leurs preuves en termes de qualité littéraire et que l'on va étudier finalement comme des modèles dans les différentes classes. Je te propose chaque semaine des lectures de début de grandes œuvres de notre patrimoine littéraire en podcast sur mon site internet et sur Spotify. Je t'invite aussi à les écouter pour pouvoir faire ta sélection plus facilement. Aujourd'hui, je te propose une sélection de 15 œuvres prises dans différents genres et dans différents siècles, des œuvres classiques qui peuvent vraiment t'aider pour réussir au lycée en français. Petite précision avant de passer à la première œuvre, j'ai fait une sélection parmi ces 15 œuvres classiques. Cela ne signifie pas que du coup j'aborde l'ensemble des œuvres qu'il faudrait lire pour être bien préparé au lycée. Je fais une sélection, ça a été dur de choisir, mais il y en a évidemment plein d'autres. Commençons dans un premier temps par le genre romanesque, les romans. La première œuvre que je t'invite à lire, ou plutôt les deux premières œuvres, parce que ce sont deux romans, Gargantua, écrit en 1535, et Pantagruel, écrit en 1534, de François Rabelais. Ces deux œuvres racontent l'histoire de Géant. Pantagruel, c'est le fils de Gargantua. Rabelais emploie dans cette œuvre un humour très cru, très drôle, c'est très plaisant à lire. Mais évidemment, derrière la distraction, derrière le rire, se cache une portée plus sérieuse qui invite à une grande réflexion. Deuxième roman que je te propose de lire, c'est La Princesse de Clèves de Madame de La Fayette, qui a été paru en 1678. Madame de La Fayette nous raconte l'histoire de la princesse de Clèves, mademoiselle de Chartres, mariée au prince de Clèves, qui va essayer de contenir une passion amoureuse pour le duc de Nemours. Et finalement, la question qui se pose tout au long de ce roman est la suivante. L'amour aurait-il une vertu? Aurait-il raison, de la vertu? Troisième œuvre que je te propose de lire appartenant au genre narratif, c'est un conte philosophique, celui de Voltaire, Candide, évidemment, très célèbre conte philosophique de Voltaire, paru en 1759, qui nous raconte les aventures d'un jeune héros naïf qui va découvrir le monde au cours de péripéties toutes les plus ensorcelantes, merveilleuses les unes que les autres. Le terme ne m'est pas venu immédiatement, c'est pas grave. Voilà, donc on va découvrir en fait le monde à travers les yeux de Candide, et Voltaire fait un grand usage de l'ironie, ce qui nous invite à déceler un second niveau de lecture très intéressant et très instructif à lire. Peut-être connais-tu la phrase finale de Candide qui finalement résume tout le savoir acquis par le héros au cours de ses aventures. Il faut cultiver son jardin. Tu découvriras dans ce conte philosophique ce que Voltaire peut entendre par jardin. Quatrième roman que je te propose de lire, c'est un roman de Diderot, également écrit au siècle des Lumières, Jacques le Fataliste et son maître en 1784 exactement. Alors, Jacques le Fataliste et son maître n'est pas un roman comme les autres, puisqu'en fait, ce roman va interroger le genre même du roman en nous invitant à nous poser la question de ce qu'est un narrateur, ce qu'est un personnage, quel est le rôle du lecteur. Il y a de nombreux récits qui s'entremêlent dans ce roman, ce qui en fait un roman très particulier à lire, très curieux, mais que je t'invite à découvrir pour justement t'interroger sur le genre romanesque évidemment, mais aussi sur les grandes questions qui interrogent les philosophes des Lumières au XVIIIe siècle. Cinquième roman, Le Rouge et le Noir de Stendhal, paru en 1830, qui nous raconte l'histoire de Julien Sorel, un
personnage ambitieux, issu d'un milieu artisan, qui va essayer de vivre une ascension sociale, notamment à travers ses rencontres féminines qui vont vraiment le marquer, comme Madame de Rênal ou Mathilde de la Mole. Voilà, ce roman raconte finalement l'aventure sentimentale et sociale d'un personnage au début du 19e siècle. 6e roman, un classique, encore Madame Bovary de Gustave Flaubert, qui a été publié en 1857. On est toujours au 19e siècle. Ce roman nous raconte l'histoire d'Emma Bovary. Emma Bovary qui en fait ne connaît rien à la vie sinon ce qu'elle lit dans les romans d'amour et d'aventure, et elle s'imagine que la vie devrait ressembler à ça. Or elle se marie avec Charles Bovary qui est un médecin qui est très terre à terre et qui n'a aucune folie, aucune imagination, et qui déçoit de plus en plus Emma. Emma va tenter de vivre la vie romanesque dont elle rêve à travers des aventures avec ses amants, mais finalement jamais la vie ne parvient à ressembler à un roman. Et c'est toute l'histoire d'Emma et de la désillusion d'Emma qui nous est racontée dans ce roman. On en arrive au roman de Guy de Maupassant, encore un roman du 19e siècle qui s'appelle Pierre et Jean. Pierre et Jean est paru en 1888. Il nous raconte l'histoire de la famille Roland qui est installée au Havre avec leurs 2 fils, Pierre et Jean, qui ne se ressemblent absolument pas, puisque d'un côté, Jean est blond et a un caractère plutôt sage, tandis que Pierre a les cheveux noirs et un caractère emporté. Tout va se compliquer à l'annonce d'un héritage laissé par un ami de la famille, Léon Maréchal. Et cet héritage, il va uniquement à Jean. Pierre s'interroge évidemment, pourquoi seulement Jean? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ses parents et plus particulièrement de sa mère pour que ce Léon Maréchal laisse toute sa fortune à Jean? Et en fait, c'est l'histoire de la quête d'un secret de famille par Pierre qui nous est racontée par ce roman. On passe au XXe siècle avec le roman d'Albert Camus, L'étranger, qui est paru en 1942. L'étranger nous raconte l'histoire d'un homme qui est aussi le narrateur, qui va perdre sa mère, qui va se rendre à l'enterrement de sa mère et qui pourtant nous interpelle par son indifférence permanente aux événements de la vie. Ça, c'est pour la première partie du roman. Et puis le roman va basculer au milieu du roman puisque le narrateur va commettre un meurtre et va s'en suivre tout un procès autour de ce meurtre. Et voilà, nous allons nous interroger sur ce personnage qui continue à être un étranger aux événements qui lui arrivent. Pourquoi et comment ça finit, je vous laisserai le découvrir dans ce roman. Nous passons à présent aux pièces de théâtre françaises. Je te propose dans un premier temps une pièce du XVIIe siècle qui s'appelle Cinna de Pierre Corneille, qui a été représentée pour la première fois en 1641. Cette pièce nous raconte l'histoire d'Auguste, qui est empereur de Rome, et Auguste est notamment parvenu à ce rôle en éliminant ses rivaux. D'un autre côté, nous avons Émilie, qui a son père qui a été tué par Auguste et qui va charger, ou plutôt mettre au courant Cinna de son projet parce qu'elle est amoureuse de lui et lui est amoureux d'elle. Sauf qu'en fait, Auguste va demander à Cinna si il doit rester ou non au pouvoir, et la réponse de Cinna va évidemment être orientée en fonction des intérêts d'Émilie, puisque finalement si Auguste quitte le trône, il n'y a plus aucun intérêt à venger le père d'Émilie. Voilà, donc cette pièce nous raconte encore une fois un dilemme cornélien entre l'amour et la raison, dilemme auquel est soumis le personnage éponyme Cinna. Toujours au XVIIe siècle, je te propose de lire L'École des femmes de Molière, qui propose une réflexion
très intéressante sur la place des femmes dans la société et sur l'éducation des femmes. Comme toujours dans les comédies de Molière, la portée plaisante, la portée divertissante, le placere pour employer le terme latin, se mêle à la portée instructive, le docere, instruire en latin. Cette pièce est donc intéressante à lire puisqu'elle lie à la fois le plaisir, le divertissement et la portée sérieuse. Nous passons à présent au XVIIIe siècle avec une pièce de Marivaux, Le jeu de l'amour et du hasard, qui a été représenté pour la première fois en 1730. Le jeu de l'amour et du hasard nous raconte l'histoire de Sylvia et de Dorante, qui sont tous les deux promis l'un à l'autre, mais tous les deux ne veulent pas se marier sans avoir connu au préalable la personne avec laquelle ils vont se marier. Et donc, chacun de leur côté, ils vont imaginer un stratagème. Chacun va prendre la place de son valet pour se présenter à l'autre. Donc, Sylvia va se déguiser en Lisette, sa servante, et Dorante, de son côté, va prendre le costume d'Arlequin, son valet. Évidemment, cela va donner lieu à des quiproquos très très drôles. Mais surtout, aussi et surtout, la question que pose cette pièce, c'est finalement l'amour est-il dépendant de la condition sociale? Faut-il finalement être de même condition sociale pour s'aimer? Une petite pièce issue du théâtre anglais à présent de Shakespeare, on ne peut pas passer à côté quand on veut bien préparer sa rentrée au lycée. Je te propose de lire l'histoire des deux amants peut-être les plus célèbres de la littérature, Roméo et Juliette, dont l'histoire d'amour est impossible. Voilà, essaie de découvrir le texte traduit pour vraiment savoir ce qu'il arrive à nos deux amants. Cette pièce a été représentée pour la première fois en 1597. On passe à présent à la poésie française. Alors, le genre poétique est un genre un peu plus délicat à aborder pour toi puisque finalement, lire un recueil entier de poèmes peut être source de découragement et d'ennui. Ce que je te propose au contraire, c'est plutôt de choisir quelques textes dont le titre t'inspire dans un recueil poétique et de les lire pour voir ce qui te plaise le plus. Pourquoi pas également t'exercer à la lecture à voix haute sur laquelle tu vas être noté pendant l'épreuve anticipée d'oral de français à la fin de l'année de première. Tu peux lire les textes qui t'ont le plus touché aux membres qui te sont chers. C'est un exercice intéressant et en plus cela ravira certainement les membres de ta famille. Le premier recueil que je te propose est celui des fables de La Fontaine. Alors je me doute que tu connais déjà un certain nombre de fables, mais je t'invite à découvrir parmi les centaines d'autres que La Fontaine a écrites d'autres fables moins connues, moins célèbres, parce qu'elles sont finalement toutes très très divertissantes à lire et également elles ont toutes une portée instructive très intéressante. Le deuxième recueil dont je souhaite te parler, c'est celui de Baudelaire, Les Fleurs du Mal, qui est paru en 1857 et qui raconte le déchirement permanent du poète entre le spleen, qui est un état de mélancolie profonde, et l'idéal, qui correspond à la vie idéale, rêvée du poète. Le poète raconte toutes ces tentatives pour accéder à l'idéal qui se soldent souvent par une rechute dans le spleen. Il y a vraiment de très très beaux poèmes dans ce recueil que je t'invite à découvrir. On était au 19e siècle avec Baudelaire, on passe au 20e siècle avec le dernier recueil que je souhaite te présenter, qui est celui de Guillaume Apollinaire, qui s'appelle Alcool, qui est paru en 1913 et qui est très intéressant par la technique moderne qu'utilise Apollinaire dans son recueil. Ce recueil montre vraiment la quête de modernité du poète qui va jouer finalement avec toutes les codes poétiques issus de la tradition. Il va y explorer différents aspects de la poésie et notamment les déchirures liées aux ruptures amoureuses. Voilà pour les 15 œuvres classiques que je te propose de lire pour bien préparer ta rentrée au lycée. J'espère que dans cette sélection, il y aura des œuvres qui
te donneront, il y a des œuvres qui te donnent envie d'aller découvrir la suite. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas également à me mettre un petit pouce bleu sous la vidéo si celle-ci t'a plu pour m'encourager. On ne lâche rien et on continue nos progrès en français en se retrouvant sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Spotify, pour les podcasts notamment. Voilà, n'hésite pas à aller me suivre sur ces différents réseaux. Sur ce, je te souhaite une excellente réussite en français et surtout que la force de la littérature soit avec toi. Bye bye!